quand on discute des médias, c'est toujours très compliqué parce qu'il y a les médias à la question israélo-palestinienne, si on peut dire, et les médias en général. Il y a une dérive du monde médiatique avec le poids de personnalités euh, comme Bolloré, des personnalités d'extrême droite qui rachètent les médias. Je pense que et ça n'a pas de rapport direct avec ça a des conséquences sur la manière dont ils peuvent couvrir la Palestine, mais je crois que c'est vraiment une menace pour nos sociétés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des sociétés démocratiques dans lesquelles les principaux médias sont contrôlés par les puissances de l'argent. Donc ça, c'est un aspect. Maintenant, sur le comportement des médias dans cette guerre, moi j'ai tendance, et je le dis de manière assez brutale, que les médias ont joué euh, un rôle de complice du génocide. On peut pas on ne peut pas simplement dire c'est la liberté de chacun de parler comme il veut. D'abord, en fait, comme je l'ai dit, en fait, c'est pendant des mois et des mois, il n'y a eu qu'une opinion dans les médias occidentaux. Alors, peut-être, je fais une nuance là que je dis toujours pour qu'on sache. En France et en Europe, globalement, on peut tout dire, même si depuis le 7 octobre, il y a des gens qui ont été inculpés d'apologie contre le terrorisme. Mais le monde diplomatique peut vivre, Orient 21 peut développer des articles très critiques sur Israël-Palestine. Euh, mais le problème, c'est quel poids ça a. Et je raconte toujours la même anecdote d'une période au moment de la perestroïka, c'est-à-dire au moment où Gorbatchev était au pouvoir, où le pouvoir soviétique commençait à changer. Un ami soviétique m'avait raconté cette anecdote que je vais trouver tout à fait parlante. Il me dit, nous avions une délégation de journalistes soviétiques qui va aux États-Unis pour étudier la liberté de la presse et des médias. Donc, ils font le tour de tous les médias. Et puis, ils reviennent je ne sais plus si c'était Washington ou New York pour ils se réunissent avec, je sais pas, c'était le syndicat des journalistes et il y a quelqu'un qui leur demande, alors qu'est-ce que vous avez pensé de nos médias? Et il y a un journaliste soviétique qui dit, mais c'est extraordinaire chez vous. Il n'y a pas de censure et tout le monde pense pareil. Et je pense que il y avait ça, c'est-à-dire qu'il y avait l'idée que pendant des mois et des mois, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire. Moi, je donne mon exemple, mais bon, je ne veux pas non plus, France Inter, France Culture, euh, pratiquement tous les grands médias, mais je parle même d'État, je n'ai eu aucune invitation, aucune. Et les quelques fois où j'ai eu une invitation, ça a été pour être décommandé le lendemain. Bon, mais il y a eu d'autres voies, je veux dire, on ne peut pas, justement, comment dire, un des avantages de la démocratie, c'est qu'il y a quand même d'autres voix qui arrivent à s'exprimer de temps en temps. Et puis, il y a eu en gros, pour la France, depuis la visite de Macron à, en Égypte et à Rafah, il y a eu un changement. D'ailleurs, comme je dis, j'ai été étonné du fait que les médias qui sont soi-disant indépendants aient pensé que la visite et les déclarations qu'il avait faites à cette époque assez critiques de ce qui se passait à Gaza avaient entraîné un changement des médias. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous l'avez, ce changement des médias. Mais ça ne supprime pas tout ce qu'on a permis après le 7 octobre, qui était en gros, ils ont raison. Ils ont raison, ils ont le droit de se défendre. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'était vraiment, c'était un pogrom antisémite, c'était quasiment pire que Hitler, etc., etc. Donc on a créé cette atmosphère. Voilà. Donc on a une responsabilité. Maintenant, c'est à chacun de l'assumer. Hein. Oui, tout à fait. Un jour, évidemment, il y a des comptes qu'il faudra rendre. En tout cas, c'est ce que j'espère si justice doit un peu se faire. Si on recentre un peu la discussion sur la France, donc il y a le pouvoir médiatique, mais aussi le pouvoir politique. On voit que quasiment tous les partis, à l'exception peut-être de LFI, a aussi pris une position. Alors, c'est peut-être même étonnant, hein, mais ceux qu'on attendait les plus antisémites finalement se rallient aussi facilement à Israël comme ça. Il y a le pouvoir de l'argent aussi là derrière. Comment analyser les postures politiques devant ce que je considère comme étant aussi un raz-de-marée qui aura énormément, à mon avis, de conséquences dans le futur, dans les urnes aussi, auprès de tous ceux qui auront d'une manière ou d'une autre rien fait ou supporté l'insupportable. Alors, sur la France, une des choses qui est quand même, il faut le dire, parce que c'est pas dit beaucoup, les Républicains, qui est le parti de droite héritier du gaullisme,
qui a été le plus pro-israélien en violation totale avec les positions prises depuis le général de Gaulle. Je pense qu'aujourd'hui, les républicains dénonceraient de Gaulle comme un antisémite. Je veux dire, et ça, personne ne l'a souligné. Maintenant, effectivement, ce qui a changé, enfin, pas changé parce que c'était déjà en cours dans les années précédentes, c'est on a pu constater que, en gros, l'extrême droite est pro-israélienne. C'est pas quelque chose de nouveau. En 67, par exemple, au moment de la guerre israélo-arabe, un certain nombre de partis d'extrême droite avaient vu dans la victoire israélienne la victoire contre les Arabes, la revanche de la guerre d'Algérie, etc., etc. Mais là, ça a atteint un stade sans précédent. C'est-à-dire, en gros, pratiquement toute l'extrême droite aujourd'hui est pro-israélienne. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas antisémite. Et ça, c'est une des choses qu'il faut qu'on voit d'ailleurs dans la mouvance MAGA aux États-Unis. Il y a plein de gens qui sont antisémites et en même temps qui soutiennent Israël parce que c'est l'Occident blanc, quoi. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et le 7 octobre a marqué le moment où la classe politique a entériné le fait que le Rassemblement national était un parti comme les autres, notamment dans la grande manifestation contre l'antisémitisme qui a eu lieu, je crois, au mois de novembre 2023. Ce qui était intéressant, c'est que cette manifestation appelée par le président de l'Assemblée, la présidente de l'Assemblée, le président du Sénat, aurait pu être contre le racisme et l'antisémitisme. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait uniquement contre l'antisémitisme parce qu'ils savaient que s'ils faisaient une manifestation contre le racisme, le Rassemblement national ne participerait pas. Alors après, à cette manifestation, LFI a refusé de participer, à mon avis, ils ont eu raison. D'autres forces de gauche ont participé. Non, LFI n'a pas participé, ils ont eu raison. D'autres forces de gauche ont participé, je pense qu'elles ont eu tort, mais bon. Mais c'est la première fois où on entérinait clairement le fait que l'extrême droite fait partie, comme on dit en France, de l'arc républicain. Et ça reflète quelque chose. Orient 21, nous avons écrit plusieurs articles sur les collusions entre l'extrême droite, y compris l'extrême droite d'Europe de l'Est, totalement antisémite, et Netanyahou. C'est-à-dire du moment où on a des partis qui soutiennent Israël, le fait qu'ils soient antisémites ne les intéresse pas. L'important, c'est qu'ils soutiennent Israël. Et ça, c'est effectivement une évolution importante et qui montre la convergence aujourd'hui. Pourquoi l'extrême droite est sur cette position? Parce que pour elle, il y a un danger islamiste, il y a un danger musulman, pas islamiste, et Israël est un rempart contre ça. Et le fait, je dirais, c'est l'ennemi principal. Moi, je dis, et demain, l'extrême droite, quand elle sera débarrassée des musulmans, elle s'occupera des juifs. Mais ça, le gouvernement israélien ne veut pas le voir. Ouais, ça ne rentre pas dans sa carte, dans son plan. Non. Très intéressant. On a aussi vu en Angleterre une énorme manifestation aussi de la droite récemment avec des centaines de milliers de personnes qui étaient assez impressionnantes aussi. Il y a un peu une scission, hein, parce que là, par exemple, l'Italie, hier, a fait grève générale, a fermé les 17 plus grandes villes d'Italie, ont tout fermé, écoles, transports publics, c'était très impressionnant. Et d'un autre côté, si on regarde l'Angleterre, par exemple, après chaque pays est différent, arrive aussi à soulever des masses. Alors, ils n'étaient pas directement pro-israéliens, mais quand même, il y avait quelque chose, comme vous l'avez rappelé, qui allait dans ce sens-là, comme avec Oui, mais en même temps, si vous voulez, au Royaume-Uni, il y a eu d'énormes manifestations de soutien aux Palestiniens, comme il n'y en a pas eu en France, je veux dire, comme il y en a eu en Italie. Donc, attendez, j'ai un problème d'ordinateur. Une seconde, je vais le brancher. Oui, s'il n'y a plus de batterie et puis qu'on voilà. vous perd. Non, c'est bon, là, c'est bon. Il y a effectivement des mouvements qui sont très différents. Mais c'est vrai que les mouvements ça ne coïncide pas forcément. C'est quelqu'un qui manifeste contre les immigrés, c'est pas forcément quelqu'un qui est pro-israélien. Mais ça peut aussi coïncider, en tous les cas, au niveau des forces politiques. Et aujourd'hui, la force politique de Nel Farage, qui représente l'extrême droite, est une force politique pro-israélienne. Ça ne veut pas dire forcément que les gens qui manifestent avec lui le sont, parce qu'il y a dans ces forces aussi des sentiments antisémites et racistes. Et
savez, je ne sais plus où je lisais ça, quand on est raciste contre les juifs ou les arabes, on est rarement raciste seulement contre eux, on est raciste contre tout le monde. Le racisme, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais enfin bon, ça c'est un autre débat. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mouvement sur les questions d'immigration, mais ça ne coïncide pas vraiment totalement avec la question de la Palestine, ou si ça coïncide, c'est parce que les gouvernements l'utilisent. Je l'ai dit, en France, par exemple, c'est évident que depuis 2 ans et les lois sur le séparatisme, Emmanuel Macron, qui au départ n'avait pas de position sur les questions de l'islam très claire, qui était plutôt d'une laïcité normale en France, est devenu de plus en plus le défenseur d'une laïcité complètement fermée sur elle-même, complètement anti-musulmane, et a permis des attaques sans précédent contre les communautés musulmanes. Je veux dire, les fermetures de lieux de culte, les dissolutions d'associations, etc., etc. Et donc ça, c'est effectivement, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les dirigeants européens regardent avec admiration, si je peux dire, ce que fait Israël. C'est parce qu'ils se disent, voilà, ils luttent eux enfin, ils mettent ça sous le terrorisme islamique, mais en fait, ils luttent contre les musulmans. Oui. Antisionisme aussi, vous êtes juif. Est-ce que, je dis ça parce que Emmanuel Macron a encore répété qu'il était tout fier. Il y a une journaliste qui lui demandait, et puis pour montrer patte blanche, il avait dit non, j'ai bien défini dans la loi française que antisémitisme et antisionisme étaient presque similaires d'ailleurs. Est-ce que vous dites antisioniste? Que veut dire ce terme pour vous? D'abord, je ne sais pas si Macron dit que c'est dans la loi française, mais c'est faux. Je veux dire, il n'y a pas une loi, je ne crois pas qu'il y ait un texte de loi qui identifie antisionisme et antisémitisme. D'ailleurs, je pense que je ne suis même pas sûr que ça passerait devant le Conseil constitutionnel, parce que l'antisionisme, c'est une opinion politique, on peut être pour ou contre. L'antisémitisme, c'est une forme de racisme. Donc ça, je ne crois pas qu'il y ait ça. Mais il y a eu chez Macron, il a eu tellement peur d'avoir reconnu l'État palestinien que maintenant il en rajoute. Il a fait des réunions avec la soi-disant communauté juive, comme s'il y avait quelque chose lui qui dénonce le communautarisme musulman, il encourage une espèce de communautarisme juif. Il a fait des déclarations sur le Hamas qu'il n'avait jamais faites. Enfin bon, il y a une volonté de donner des gages. Il a dit qu'il voulait aller en Israël. Je ne vois pas très bien qu'est-ce qu'il peut aller faire en Israël, sinon de rencontrer quelqu'un qui est inculpé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, c'est-à-dire Netanyahou. Donc il y a eu cette manière de faire. Maintenant, sur l'antisionisme, oui, moi je suis antisioniste, c'est-à-dire je ne pense pas que les Juifs forment un peuple et surtout, si vous voulez, le problème du sionisme, le sionisme est né à la fin du 19e siècle dans les conditions qui étaient un peu, je dirais, celles du développement du mouvement des nationalités. Les Serbes, les Croates, tout le monde demandait l'indépendance, la fin des empires, etc., etc. De ce point de vue, c'était un nationalisme comme les autres, avec tous les défauts qu'ont tous les nationalismes, c'est-à-dire une espèce de fermeture, mais bon, ça a représenté une demande légitime d'autodétermination. Le problème du sionisme, c'est pas ça. Le problème du sionisme, c'est qu'il dit cet État, nous allons le construire en Palestine, là où il y a déjà un autre peuple. Et de ce point de vue, c'est une forme de colonialisme. Donc, de ce point de vue, je ne peux pas être sioniste. En même temps, si vous voulez, des fois, je trouve que dans l'utilisation du terme sionisme, il y a des ambiguïtés. C'est-à-dire, je raconte, j'ai lu un bouquin d'Alain Soral, qui est un penseur de l'extrême droite française, sur le sionisme. Alors, je lis le livre pour voir de quoi il parle. Et comme j'ai un Kindle, je peux consulter mot par mot. Et alors, il n'y avait aucune définition du sionisme. Et quand on tapait sionisme, le mot n'existait pas, mais il y avait sioniste. Et chaque fois qu'il parlait sioniste, en fait, il voulait dire juif. Donc, il y a une utilisation de l'antisionisme qui est une forme, dans certains cas, d'antisémitisme. En même temps, je dirais, bon, il y a eu beaucoup de comparaisons entre le sionisme et le nazisme, etc. Ça me semble excessif et ne pas représenter une réalité. Je raconte toujours que je suis allé dans les territoires occupés palestiniens, j'ai visité la ville d'Hébron, qui est, vous savez, c'est un cauchemar parce qu'il y a 500
colons juifs qui rendent la vie insupportable aux 200 000 Palestiniens qui y vivent. Et le gars qui m'a fait visiter, il avait une kippa, il se disait sioniste, et il était un des dirigeants d'une association qui s'appelait Breaking the Silence, qui organisait les anciens soldats qui avaient été dans les territoires occupés. Bon, voilà, donc pour moi, c'est pas l'équivalent d'un nazi, qu'est-ce que je veux dire. Mais le sionisme aujourd'hui, comme idéologie, fondamentalement, c'est une idéologie coloniale, et je pense qu'il ne peut pas y avoir d'évolution de la situation sans bouleversement de cette idéologie. C'est-à-dire, de même qu'il ne pouvait pas y avoir d'évolution en Afrique du Sud sans évolution de la communauté blanche de sa vision. Ça ne veut pas dire qu'elle va arrêter d'être raciste le jour où il y a eu l'indépendance de l'Afrique du Sud, mais il y a un certain nombre de choses qui ne se disent plus, qui ne se font plus. Et le fait que le sionisme prétend que les Juifs sont les seuls propriétaires légitimes de la terre de Palestine, ce qui ne peut évidemment aboutir qu'à des catastrophes.